Bonjour à tous. On est ravis avec Nicolas de pouvoir dialoguer avec vous. Les acheteurs, vous acheteurs, sont devenus des interlocuteurs clés dans notre vie d'agence, aux côtés des directions marketing. Alors avec Nicolas, on a entendu beaucoup de choses assez réconfortantes, je trouve, depuis le début de la matinée. Vous allez passer un moment qui va être peut-être un peu plus aride. On va vous faire rentrer... On a la meilleure partie, on a la meilleure partie. on a la mauvaise partie de la matinée. Non, on va vous faire rentrer un petit voyage rapide de 15 minutes dans le business model des agences de pub. Et surtout vous faire comprendre un peu les forces de pression et les forces de transformation qui sont très puissantes, qui s'exercent sur notre secteur depuis très longtemps. Et on y va, c'est parti. Alors depuis 30 ans, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé ce diagramme qui en fait a été fait par Michael Farmer, qui est un consultant américain, qui a écrit un bouquin que je vous engage à lire, qui est très intéressant, qui s'appelle Madison Avenue Manslaughter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans des dialogues un peu complexes, c'est-à-dire que quelque part, on dit oui, les agences, vous passez votre temps à vous plaindre, en fait, vous en avez sous le pied, vous avez qu'à mieux vous gérer, changer vos manières de travailler, etc. Et souvent, donc on parle du problème, parce qu'il n'est pas nouveau, je pense que vous l'avez entendu, du problème de baisse de rémunération des agences. Le sujet, c'est qu'à un moment, et c'est normal, il faut essayer de factualiser un peu les choses. Et ce consultant a fait un travail qui est assez incroyable. En fait, il a constitué une base de données avec plus de 4000 scopes of work, un nombre de livrables considérable. Et il a défini, il les a classés en fonction du type de livrable, du niveau de complexité de la création, de savoir si c'est une adaptation ou un master. Et il a défini des unités d'œuvre, puisque bon, c'est sur la base de ses clients, donc il a les revenus, il a les scopes of work, et il a constitué des briques élémentaires de valeur qu'on appelle des unités d'œuvre, et qui constituent chaque livrable. Et en fait, il a montré que depuis 30 ans, parce qu'il a commencé son travail au début des années 90, il se continue en ce moment, donc c'est quasiment sur 30 ans. Et il a montré que le prix moyen de vente unitaire pour les agences de com a baissé de 66% en moins de 30 ans, ou on peut le dire autrement, c'est encore plus frappant, a été divisé par 3. Donc ça, c'est ce qui se passe sur notre métier depuis 30 ans. Donc on a vraiment une pression très très puissante sur les prix. Alors ce qui s'est passé, c'est que les agences évidemment se sont adaptées, parce qu'autrement je pense qu'on ne serait même plus là en tant qu'agence pour vous parler. Donc elles se sont adaptées parce qu'elles sont allées chercher des gains de productivité très importants. Le même Michael Farmer estime que les gains de productivité des agences ont été multipliés par 2,5 sur la même période. Parfois, et souvent hélas, elles ont juniorisé aussi, parce qu'il y a un moment... Il faut absorber la puissance de ce choc. Et aussi, elles gagnent quand même globalement de moins en moins bien leur vie. Donc ça, c'est des statistiques de l'INSEE de 2019. C'était avant le Covid. Donc vous imaginez que la situation des agences ne s'est pas forcément améliorée depuis. Mais vous voyez que donc là, c'est la profitabilité, donc c'est le résultat net sur le chiffre d'affaires. Et vous voyez que la tendance n'est pas spécialement favorable pour les agences, puisqu'on a été à un résultat net moyen du secteur des agences de la communication. Donc il y a vraiment toutes les agences, les indépendantes, celles qui appartiennent à des groupes, des petites, des grosses, etc. Donc c'est vraiment l'ensemble du métier. Et que donc ce résultat net qui était 3,4% en 2010 était à 0,8% en 2019. Autant dire que le secteur ne crée plus beaucoup de valeur pour ses actionnaires en 2019. Donc là, l'idée, c'est que je vais passer le relais à Nicolas, qui va vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Cyril. Ouais, en effet, on va tenter de comprendre ce qui s'est passé. Mais pour ça, on a besoin d'abord de passer et de faire un petit détour par le business model d'une agence. Il faut qu'on vous explique. Rassurez-vous, c'est finalement très simple. Donc ça va nous aider. On va éviter 25 slides d'Excel. C'est très simple parce que c'est un people business.
Et les people business, par définition, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'outils de production, il y a peu de matières premières. On est, comme le disait Bertie tout à l'heure, très majoritairement sur du people. Donc comment ça se passe, une agence? On génère un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, dans les matrices de l'agence, on va assez vite l'oublier parce que nous, on parle beaucoup en revenus. Ce revenu, c'est tout simplement le chiffre d'affaires moins tous nos achats externes. Et ce revenu va devenir une base 100 et il va servir à financer 2 grands blocs de dépenses à l'intérieur d'une agence. Le premier bloc, le plus important, c'est les personnel costs. Donc les personnel costs, c'est tout... les contrats qu'une agence peut avoir en CDI, en CDD, l'ensemble des contrats, et aussi une variable d'ajustement important pour les agences sont les freelances, qui permettent de gérer les pics de business, qui permettent de gérer les descentes de business. Il y a un deuxième bloc que dans votre langage, on appelle souvent overhead, qui est donc tout ce qui est au-dessus, comme son nom l'indique, de nos collaborateurs. Donc, de l'occupancy cost, c'est-à-dire nos loyers, du service cost, de l'informatique, etc. Si tout ça est bien géré, ça génère un résultat. Bon. Et les ratios qu'on a là sont des ratios, si une grande majorité des agences avaient ces ratios en France, ils seraient très contents. On peut se le dire. Ce bloc-là, on peut très peu agir dessus, en réalité. Parce que quand vous avez des locaux, vous avez des locaux. Bon. Vous pouvez sous-louer une partie, ça ne va pas changer votre vie. Les services costs, c'est de l'informatique, c'est pas évident. Celui-là, en revanche, c'est le pardon, si je fais ça, je vais pas y arriver. C'est le pouls de l'agence. C'est vraiment ce qui fait la météo d'une agence. Si ce taux est maintenu, voire même s'il baisse, l'agence va bien aller. Il va faire beau à l'agence. Elle va pouvoir cascader des rewards, elle va pouvoir récompenser ses collaborateurs, elle va pouvoir embaucher. Ça va aller. Si par contre ce taux décroche, là il y a un temps d'orage qui s'approche de manière extrêmement forte et évidente. Et donc c'est ce qu'on appelle le PCR, le Personnel Cost Ratio. Et tous les directeurs financiers de toute agence ont toujours les yeux rivés sur ce PCR. Et il se trouve, là je pense que le suspense est à son comble, que ce PCR, il est sous pression. Il est énormément sous pression. Et la raison pour laquelle il est sous pression, alors là pour le coup, elle est d'une banalité un peu affligeante, hein, parce qu'elle est aussi, c'est la même raison que celle pour laquelle des business models de nos clients sont sous pression, et que des transformations ont dû être menées de manière radicale, mais c'est le digital. Ça paraît tarte à la crème, je suis navré, mais c'est le digital. Parce qu'en 2007, je ne vais pas remonter jusqu'à 30 ans, comme notre ami, mais en 2007, on a un petit outil là, qui est apparu dans nos poches. Il était beaucoup plus petit à l'époque, maintenant il est plus grand, qui s'appelait l'iPhone, qui s'appelait le smartphone, on va dire. Et de ça est parti une espèce de point de départ de révolution digitale numérique dans tous les sens. YouTube est arrivé immédiatement après, Facebook, Insta, là on parle de réseaux sociaux, évidemment des plateformes marchandes aussi, Amazon, la réaction de Google avec le Google Shopping, TikTok qui arrive et qui là fait l'avènement de la vidéo à gogo. Dans le business et dans le marchand, l'avènement des drives, avec donc tous les PGD qui ont eu à gérer ce nouveau format drive. Drive est donc digital. Si on va un peu plus loin, à un niveau plus international, des enjeux comme WeChat. Récemment, tous ces réseaux sociaux qui arrivent dans le shopping, puisqu'ils se mettent à faire du social commerce. Tout ça, c'est une multitude d'événements qui a bouleversé vos métiers, bouleversé nos métiers, et qui ont fait que la capacité qu'on avait à toucher nos clients, à vendre auprès de nos clients finaux, pardon, les consommateurs, les clients finaux, à les toucher, à les sensibiliser, à les engager, à leur vendre des choses, c'est complètement démultiplié. Et ça, ça a eu pour effet immédiat et complètement logique que nos clients, les marques, nous demandent à adresser ces nouveaux points de contact. Il s'est agi de dire, maintenant, par rapport à un point de départ 2007 où j'avais 5-6 médias sur lesquels je communiquais, 5-6 véhicules de communication, ce ne sont pas tous des médias d'ailleurs, il va falloir maintenant qu'on adresse tout ça. Et ça a démultiplié complètement le nombre de matériel que les agences, quelles qu'elles soient, hein, agences de communication, agences digitales, agences CRM, ont dû fournir pour chacune des campagnes.
Display, on ne parle pas d'un display, on parle de 30, 50 formats. VOL, on parle de la VOL en 5 secondes, en 7 secondes, en 10 secondes, en 15 secondes, en 30 secondes, avec le CTA ou le call to action qui va arriver à 7 secondes, etc. Voilà, tout ça, c'est ce qui est arrivé sur tout ça, tout ça. Le social, évidemment, les kits maintenant sur j'adresse Amazon, comment je fais pour rentrer dans Amazon, comment je construis une fiche produit chez Amazon, etc., etc. Donc ça, on a dû, nous, agence, l'encaisser. Et on estime, et ce sont des chiffres, pour le coup, Publicis, très certifiés, très éprouvés, qu'on produisait en moyenne 30 matériels quand on faisait une campagne en 2007. On en produit aujourd'hui en moyenne 150 par campagne française, locale, domestique. Quand vous êtes sur des campagnes mondiales, vous pouvez multiplier, je pense, par 3 ou 4, largement. Quand vous commencez à travailler un WeChat, un Tencent en Asie, en Chine, quand vous travaillez un Amazon aux US, etc., vous pouvez multiplier par ça par 3 ou 4. Donc déjà, premier choc. Comment une agence fait pour passer de 30 à 150 matériels en moyenne sur chacune des campagnes qu'il doit délivrer. Mais le second choc, c'est que ces campagnes, ces nouveaux touchpoints, ces nouveaux canaux et véhicules de communication, mais c'est des canaux experts. Donc il faut des experts pour le faire. Ça a été immédiatement la fin de ce qu'on a appelé très longtemps les agences généralistes. On a eu longtemps des agences généralistes dans tous les métiers, des agences généralistes en pub, même en digital. Une agence généraliste, une agence qui faisait des sites web. Aujourd'hui, c'est plus possible. On est condamné, pardon pour l'expression, elle n'est pas bonne d'ailleurs, on est voué, et on est ravi de le faire d'ailleurs, à devenir des multispécialistes. Une agence généraliste aujourd'hui qui vous dit « je sais faire tout ça », c'est une agence qui ne sait rien faire. C'est sûr et certain. Une agence, aujourd'hui, on est tous devenus des agences multispécialistes. Et on a rentré des experts. On a rentré des web, des community managers, du social media stratégiste, des data scientists. Bah, lui, c'est un bon exemple. Lui, il est bien. Lui, je l'aime bien. Le business à faire. C'est des gens chez nous qui gèrent les droits. Mais en 2007, il avait 5 droits à gérer. Aujourd'hui, il en a 300 des droits. Il faut gérer toutes les photos qui sont utilisées dans tous les posts sociaux par des community managers qui oublient juste que parfois, quand il y a une photo, il y a un droit derrière. Il faut gérer tous les influenceurs. Il faut gérer tous les assets de communication qui, à un moment, par de la musique, par une image, véhiculent les droits. Ça, je ne suis pas sûr que vous, acheteurs dans la salle, vous en avez beaucoup entendu parler. Mais nous, ça a été un impact phénoménal chez nous. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Premier effet qui se coule, le nombre de matériel qui explose. Deuxième effet qui se coule, on est obligé de devenir des agents généralistes à un statut d'agence multispécialiste. Et là, je parle beaucoup agence de pub, pardon, mais on a tous dans nos écosystèmes d'autres agences. Vous prenez une agence de nouveau digitale qui faisait des sites web. Aujourd'hui, une agence digitale, elle doit savoir parler Web 3.0, NFT, Metaverse. Elle doit savoir faire des apps autant que des sites. Elle doit savoir embarquer du social media parce qu'elle ne peut pas être une agence digitale si elle n'a pas le social intégré. Là aussi, elle est forcément multispécialiste. Nos agences digitales, c'est peut-être 50 métiers. Et forcément, quand vous devenez multispécialiste, c'est comme un médecin généraliste et un médecin spécialiste. Il y en a un qui coûte moins cher que l'autre. Voilà. Et bien là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nos médecins spécialistes chez nous, nos experts, et ben forcément, on a dû les rémunérer plus. Et c'est bien normal. Et ça, c'est une étude qui a été faite pour Stratégie en 2021 et qui est assez parlante. Je vous ai épargné toutes les fonctions qu'ils ont regardées. J'en ai pris quelques-unes. On en a pris quelques-unes avec Cyril, mais c'est assez parlant. Donc en fait, on a un cocktail qui est clairement détonnant. C'est le cocktail Molotov permanent entre une explosion des assets et en vrai qui en gros ne s'arrête pas. C'est normal, cette multiplication des occasions de toucher nos clients, la multiplication des expertises que cela a entraîné et cette hausse des salaires. Vous mélangez tout ça, ça peut cogner très fort. Et face à ça, et on le sait, et pour des très bonnes raisons qu'on a évoquées aussi tout à l'heure, on a du mal à répercuter tout ce que ça coûte sur nos rates et sur nos coûts en général. Et ça, il y a un phénomène français. Moi, j'ai la chance d'être dans un groupe où on fait plus de 60% de nos activités aux États-Unis. J'ai toujours vu aux États-Unis, quand vous faites rentrer un consultant de nos métiers à $2000 jour,
l'américain, le client américain va dire à ce prix-là, vous devez être excellent. Donc, asseyez-vous là, on va travailler ensemble, vous allez m'aider à me développer. En France, vous rentrez à 2 000 € jour dans une salle, c'est pas évident que vous ayez tout à fait le même accueil. Donc, il y a quand même un problème d'état d'esprit, ça c'est sûr et certain. Et puis après, en effet, on a un dilemme permanent entre la pression qu'ont nos grands clients sur leur propre gestion de leurs dépenses et nous, cette nécessité qu'on a d'augmenter. On a plein de raisons d'espérer et on va d'ailleurs y venir avec Cyril. Je voudrais dire juste un dernier point parce que, évidemment, comme disait Chirac, les emmerdes volent en escadrille. Et donc, il n'y a pas qu'un problème de business model, on a aussi un problème de modèle de développement. Notre système de croissance, il est quand même problématique. Il s'appelle le pitch, vous connaissez par cœur. Et pourquoi il est problématique? Parce que, lié à ce que j'ai dit précédemment, on a une multiplication, effectivement, des matériels à livrer. Et du coup, cette multiplication, elle est aussi valable dans les pitchs. C'est-à-dire que quand vous pitchez, vous voulez voir une agence qui n'arrive pas juste avec 3 assets en disant « Regardez, imaginez quand il y en aura 70, comme ça va être chouette. » Ben non, vous voulez voir les 70. Et donc, le coût pour une agence d'un pitch en 2022, ben d'ailleurs, la ACC l'a estimé, hein, c'est 50 000 € en moyenne. En moyenne. Donc, l'amplitude, c'est de 10 à 300, forcément. Donc, 10% de la masse salariale. 10% de la masse salariale. Merci, Cyril. Donc, c'est énorme quand on prend toutes les agences confondues et leur robustesse économique. Et pourtant, dans le même temps, et ça, c'est problématique, et c'était un point qu'on voulait vraiment aborder avec vous ce matin, on a parfois des durées de contrat qui sont fluctuantes. Parti à 3 ans, on entend parler de 2 ans, on nous propose parfois 1 an, on passe même dans des modes mission, alors que l'investissement est le même. On a un phénomène de roster aussi, c'est-à-dire qu'on pitch pour entrer dans un roster qui nous donnera droit ensuite à être consulté. Je dis waouh, là c'est pas mal. Je ne vais même pas descendre jusqu'aux enchères inversées et là j'abandonne. Voilà, donc clairement, le ROI d'un pitch pour une agence, c'est de plus en plus difficile. C'est un chemin de plus en plus compliqué. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'agences qui renoncent à des pitchs, hein, qui font des no-go sur parfois 30-50% des pitchs entrants. Alors, on a des raisons d'espérer, et je vais laisser passer finir Cyril là-dessus, la conclusion essentielle. Je vais juste dire un point sur les pitchs. Je voulais le saluer. On a des marieurs dans la salle, qu'on connaît très bien. Et il y a beaucoup d'efforts de fait, chez Pitchville, chez VTScan, chez Ross, et notamment, le principe de ne pas forcément décréter un pitch dès le départ, et de dire, peut-être qu'il faut se mettre autour de la table avec son agence, faire un audit, faire un plan de progrès, donnez-vous 6 mois. C'est quand même parfois ce qu'on peut proposer à l'agence. Et les pitchs, aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Ça a été, depuis le début de l'année, une accélération, avec des chemistry meetings qui permettent déjà juste de faire connaissance, de montrer des crêtes, et de dire ça vous plaît pas, notre gueule vous revient ou non, allez, on rentre en seconde semaine. Et là, on est 3, et c'est vachement bien. Et 3, il y a un gagnant au bout. Et c'est quand même beaucoup plus lean, beaucoup plus rapide. Et ça, c'est des mécaniques qui font beaucoup gagner de temps aux annonceurs, hein, parce que le temps passé sur les pitchs est énorme, et évidemment aux agences, et du coup, le coût investi pour les agences. Juste pour compléter ce que tu dis, Nicolas, sur les pitchs, je pense que la comparaison avec les grands cabinets de conseil est quand même assez intéressante. On sait qu'il y a déjà un vrai sujet de rate card parce que les taux des cabinets de conseil sont bien plus importants que ceux des agences de com, alors qu'elles ont souvent un rôle très important de conseil, mais même dans les pitchs, c'est-à-dire qu'il faut voir ce que donnent les agences. En fait, je pense que vous recourez tous à des grands cabinets de conseil. C'est la réputation, c'est des process. Vous avez un pitch, vous avez sur 200 slides, vous avez 180 slides de process, de ways of working, etc. Quand des agences pitch, c'est la plateforme de marque, la créa, etc. Il faut voir ce qui est livré. C'est un travail absolument considérable. Donc c'est vrai que ce sujet des pitchs, comme c'est notre modèle de croissance, est absolument crucial. Alors, juste pour conclure, en fait, vous avez compris qu'on était très secoué au terme des agences, et ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement ensemble, et en particulier avec vous, acheteurs et direction marketing, à voir comment on peut
shifter en fait en termes de perception, sortir d'un espèce de dialogue c'est moins, toujours plus pour moins d'argent. Ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on vous a mis ça avec Nicolas, c'est que cette réflexion est en cours chez les annonceurs, hein, puisque la WFA, qui est la Fédération mondiale des annonceurs, et notamment le board d'achat a lancé il y a quelques années une vraie réflexion sur comment faire évoluer les pratiques des achats marketing, des achats de prestations intellectuelles marketing, et avec une orientation qui est claire, qui est celle qu'on évoque depuis le début de cette matinée, c'est comment mieux orienter les actions, les budgets vers la création de valeur et moins vers un focus réduction de coûts, avec une phrase qui est assez claire, puisqu'ils appellent à une révolution du procurement marketing et de passer à une approche savings, comment je fais plus d'économies, à une approche de comment je crée plus de valeur. Alors tout ça, c'est des bonnes intentions, c'est du wishful thinking, comme je dirais, et ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à le faire vraiment atterrir dans nos discussions concrètes quand on établit des contrats. Et de plus en plus, on a entendu effectivement des choses très intéressantes dans les tables rondes sur comment sortir d'une pure logique temps passé. Que vaut une idée? Est-ce que si tout d'un coup j'ai un créatif brillant qui en 2 secondes va trouver une signature, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, par exemple? Bon, je suis désolé, je prêche un peu pour la paroisse, enfin, pour un client qu'on a beaucoup aimé. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça vaut? C'est juste du temps passé? Non, il y a clairement un bout de valeur, et un énorme bout de valeur. Ça revient à ce qui a été dit aussi sur la valeur des marques, qui est la partie immergée de l'iceberg. Donc c'est pas simple d'acheter du talent et d'acheter des prestations marketing. Mais donc je pense qu'en fait c'est pas rien ne peut être mesuré, et de toute façon on peut pas mesurer. Je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus dans un système où il y a un lien très fort entre le workload, ce qu'on pourrait appeler l'output, et l'input. C'est les gens qui sont là pour servir les clients. Et après, qu'on puisse capter de plus en plus la valeur sur le résultat business que produit notre métier. Parce que notre enjeu, et il faut qu'on continue à le faire, et c'est le sens de cette matinée, c'est de toujours plus prouver, de toujours mesurer l'impact business, parce qu'on est là pour faire vendre. Donc c'est notre métier fondamental. Donc on est là, mais ça, il faut pouvoir le mesurer, mais après le traduire financièrement. Parce qu'on ne peut pas être dans un schéma où on est toujours partenaire en cas de mauvaise fortune, et puis le retour à meilleure fortune n'arrive jamais. Vous avez bien vu qu'on a un pricing power qui est un peu limité, parce que nous, on a des discussions avec nos clients qui nous expliquent qu'ils ne peuvent pas passer toutes les augmentations de prix qu'ils peuvent. Mais nous, souvent, on commence des discussions en disant bon, comment on peut faire moins 10, moins 15, etc. Donc on a bien compris qu'il faut qu'on trouve un meilleur équilibre. Mais pour ça, cette partie rémunération à la performance, le fameux performance-based remuneration compensation, il faut le traduire, il faut que ça soit autre chose que du wishful thinking. Il faut le traduire. Ça veut dire que les incentives qu'on met, parce que nous, on voit trop souvent des incentives qui sont finalement, on réduit la marge normale d'une agence, qui ne sont pas la rémunération d'une surperformance, qui sont juste la possibilité pour l'agence de retrouver une marge normale. Moi, quand je suis salarié, quand on donne des bonus aux gens, c'est pour rémunérer une surperformance. Donc il faut redonner tout le sens à cette incentive, en faire véritablement une rémunération d'une surperformance, et probablement lui donner un poids plus important en lien avec la création de valeur. Donc tout notre enjeu, et c'est le sens de cette matinée et tout, c'est de vous convaincre, de mesurer, parce qu'une valeur ou une création de valeur qui n'est pas mesurée, elle n'a pas de valeur. Donc c'est tout l'enjeu de vous montrer qu'on est capable de mesurer cette valeur. Et je suis moins pessimiste que... Je vais finir, parce que David ne voulait pas la sortir, mais moi je l'aime bien quand même. Je vais finir avec une citation d'Oscar Wilde qui disait « Je connais le prix de toute chose et la valeur de rien ». Je pense qu'on est moins cynique et moins désespéré que ça. Et je dirais que on ne connaît pas la valeur de rien, mais on connaît la valeur de ce qui peut être mesuré. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse ensemble. Merci. Merci beaucoup.